Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve tous les jeudis entre 20h et 21h pour parler santé. Ce soir, nous revenons sur la thématique du diabète autrement. Jeudi dernier, on en a parlé, on a répondu à certaines de vos interrogations. Ce soir, on va aborder le sujet autrement et pour le faire, des professionnels de santé sur le plateau. Des invités qui sont là avec nous, avec le sourire, puisqu'on a démarré cette émission avec, ce n'est même plus un sourire, avec du rire, j'ai envie de dire. On a avec nous Elisabeth Christelle, donc le prénom Christelle, le nom de famille Elisabeth. Vous êtes podologue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. C'est la première fois que vous venez à Santé 10 et on se fait vraiment un plaisir de vous recevoir. On a avec nous le seul monsieur sur le plateau. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a peur? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il devrait avoir peur? Je ne pense pas non plus. Mais c'est monsieur Marvin Martol qui est gouverneur du Lions Club. Vous avez vu maintenant, je sais bien. Je vois ça. Je vois ça. Je ne me trompe pas. Merci d'être là, monsieur Martol. Merci. Et à Bonsoir. côté de vous, alors, je vous préviens que beaucoup de patients, et même ceux qui ne sont pas patients, disent du docteur Velayoudon, elle est canon. Elle est canon. Bonsoir, docteur Velayoudon. Bonsoir Brigitte et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci pour cette bonne humeur. Merci pour ce rouge que vous portez. Merci d'être cette personne que vous êtes. Et vous le savez, vos patients, ça leur fait vraiment énormément de bien. Ça leur fait plaisir. Et si j'ai fait cette petite parenthèse juste avant, nous savons pourquoi. C'est parce qu'effectivement, nombreux d'entre eux, elles le disent et le pensent. Et ça contribue à ce qu'ils aillent mieux, j'en suis persuadée. Vous êtes docteur Friseline Velayoudon, vous êtes médecin endocrinologue, diabétologue, vous êtes aussi le médecin-chef du service diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Ce soir, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse d'entrée, c'est que nous puissions dire en quoi consiste le travail de l'endocrinologue diabétologue. Alors c'est une question très intéressante parce que notre spécialité, finalement, elle n'est pas si bien connue que ça. À quel moment on doit aller consulter le diabétologue spécialiste du diabète? On a aussi une spécialité qui est l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est la spécialité des hormones. Donc les hormones, on en a partout dans le corps. Et parmi les hormones, il y a l'insuline et d'autres hormones d'un organe qu'on appelle le pancréas. Et le pancréas régule le taux de sucre dans le sang grâce à ces hormones. Donc par ce biais, nous sommes spécialistes du diabète, qui est une maladie du pancréas. Et donc quand un diabétique a des complications, quand un diabétique a des difficultés à équilibrer son diabète avec son médecin traitant, nous sommes en deuxième recours pour accompagner cette personne pour qu'elle équilibre au mieux son diabète et qu'elle évite les complications aiguës ou chroniques. Alors, on va revenir justement sur cette définition de diabète. On en a parlé jeudi dernier. Peut-être pas définir à nouveau ce mot diabète, mais nous dire quand quelqu'un est diabétique, nous définir la personne diabétique. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, alors le diabète, c'est une maladie qui est silencieuse. On ne sent rien et donc on peut avoir un diabète et ne pas le savoir. C'est une maladie qui évolue pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans sans avoir de signes qui se manifestent. Donc si on ne fait pas de dépistage avec son médecin traitant, donc un dosage de la prise de sang qui va mesurer le taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie, on ne peut pas savoir si on est diabétique ou pas. Donc le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre taux de sucre va augmenter dans votre sang et que votre corps n'arrive plus à le réguler. Donc ça monte, ça monte, ça monte et ça dépasse un certain seuil, un certain chiffre qui est de 1,26 g à jeun
d'accord, au laboratoire, dans une prise de sang à la veine. Et les personnes qui ont un diabète, donc le diagnostic se fait comme ça. Ce qui est important de souligner, c'est que le chiffre, il peut être aussi un petit peu plus bas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne parle pas de diabète, puisque c'est ce qu'on appelle le prédiabète, entre 1,10 et 1,26. Vous avez un prédiabète. Donc votre risque de développer un diabète est important aussi. Et donc la prise en charge qu'on met en place pour un diabète doit être aussi celle qu'il faudra mettre en place pour un prédiabète. Alors c'est important pour ceux qui nous écoutent parce que souvent ils regardent, vous savez, sur les résultats des prises de sang quand il y a une étoile ou quand c'est gras. Et donc ils ne comprennent pas parce qu'ils nous disent c'est pas 1,26 en panier diabète et médecin là, dis-moi en panier diabète en café timoisique. Donc il faut faire attention parce que le risque il est quand même pareil que celui qui a un vrai diabète, donc il y a les mêmes recommandations à mettre en place. Docteur, la phase où on annonce à un patient qu'il est diabétique, ça doit être très très particulier. Alors, je dirais que c'est l'étape la plus importante dans l'acceptation de la maladie et dans le vécu de la maladie toute sa vie. C'est vraiment l'annonce. Lorsque l'annonce est faite correctement, dans des situations favorables, où on explique, où on a un échange avec le patient, généralement l'acceptation, elle va avoir plusieurs phases, mais elle se fait beaucoup plus facilement. Par contre, quand on est un petit peu plus maladroit ou quand la découverte du diabète se fait dans des circonstances inattendues, comme une amputation d'un membre, comme un infarctus du myocarde, comme quelqu'un qui arrive aux urgences pour autre chose et puis qu'on lui annonce comme ça qu'il y a du diabète, c'est difficile à accepter. Et donc il y a toute une phase que vous avez abordée la semaine dernière pour reprendre avec ce patient, donc le rassurer, le faire déculpabiliser et pouvoir un petit peu le faire devenir acteur de sa santé et s'approprier cette maladie qu'il va devoir en fait gérer aussi lui dans son quotidien. Avant, on entendait souvent dire qu'il y a quand même des signes qui peuvent alerter comme une soif à répétition, ne pas dormir convenablement, ronfler, des choses, on parlait aussi de démangeaisons. Est-ce que c'est vrai, docteur, que ce sont des signes qui alertent ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, en tant que médecins, on dit aux patients, écoutez votre corps. Faites attention aux signes qui apparaissent et qui n'existaient pas avant. Donc quelqu'un qui va boire beaucoup d'eau, qui a la bouche sèche, parce que le taux de sucre, il augmente à un tel point que, si vous voulez, pour expliquer de façon imagée, ça va assécher les cellules quand il y a trop de sucre. Donc vous allez avoir soif, vous allez boire beaucoup d'eau, et donc quand on boit énormément d'eau, il faut éliminer. Donc on va faire beaucoup pipi. Donc parmi les premiers signes, notamment chez l'enfant, on boit beaucoup d'eau, 3-4 litres d'eau par jour, et on fait beaucoup pipi. Donc on se réveille même la nuit pour uriner 4-5 fois. Donc ça, ce sont des signes. Après, il y en a d'autres, donc ça peut être une simple fatigue, des maux de tête, la vue qui se trouble. Tous les signes qui sont inhabituels, dès lors qu'on a des facteurs de risque de diabète, il faut vraiment qu'on consulte son médecin traitant pour aller dépister. Après, il y a aussi des signes un petit peu plus, on va dire, cachés, comme par exemple des infections répétées. Ça peut être des infections urinaires, des infections en fait au bout de la verge chez le garçon, l'homme. Vous avez des infections vaginales répétées chez la femme. Vous avez des plaies qui ne cicatrisent pas, comme un petit bobo qui évolue depuis un mois. Ce n'est pas normal. Donc il faut penser à aller rechercher un diabète qui est caché, qui est silencieux, et il n'y a que le dépistage au laboratoire qui vous permettra de confirmer le diabète. Et d'ailleurs, quand on parle de prévention, on a tendance à souligner que quand il y a du diabète dans la famille, eh bien qu'il faut prendre des précautions et qu'il faut surtout se faire dépister. En fait, on connaît bien les facteurs de risque de diabète. On sait qu'une personne qui a dans sa famille au premier degré, donc les parents, papa, maman, frères, sœurs diabétiques, a un risque de faire un diabète qui est multiplié par 2. La personne en surpoids ou en obésité, le risque il est multiplié par 6. Donc, vous voyez, c'est vraiment des risques qu'on connaît bien. La femme qui a eu un gros bébé à la naissance, plus de 4 kilos, ou qui a fait ce qu'on appelle un diabète gestationnel, elle a un risque plus important de faire dans les 5-10 ans un vrai diabète de type 2. Donc les facteurs de risque, on les connaît, les médecins de famille les connaissent, donc c'est pour ça qu'on va de façon systématique, dès l'âge de 40-45 ans, faire un bilan de santé systématiquement avec son médecin traitant pour dépister le diabète.
Alors, Monsieur Martol Marvin, qui est gouverneur du Lions Club, on va rappeler aux téléspectateurs, l'association Lions Club, vraiment les objectifs de cette association, puisque c'est vrai que vous êtes déjà venu ici dans cette émission Santé 10. C'est vrai que c'est une association très proche de tout ce qui concerne la santé, d'où l'intérêt de rappeler en tout cas les objectifs de cette association. Tout à fait. Alors les objectifs, vous savez, ils sont simples. Le premier objectif, c'est déjà de servir notre communauté. Et ça passe effectivement à travers des thématiques de santé, ça passe à travers des thématiques aussi sociales, j'ai presque envie de dire même des thématiques sociétales. Et pour le coup, au niveau de la santé, le Lions Club est très impliqué. Et sur les thématiques prioritaires que nous avons aujourd'hui, en tout cas cette année au niveau de l'international, c'est la vue. Donc c'est la raison pour laquelle je suis passé dans votre émission le mois dernier, puisqu'on avait fait une conférence sur la vue, mais c'est aussi le diabète, c'est le cancer infantile, c'est l'environnement et c'est la malnutrition. Donc ce sont les 5 thématiques prioritaires du Lions Club pour cette année et dans les années à venir. Donc c'est la raison pour laquelle le diabète. Pourquoi le diabète? Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 420 millions de personnes qui sont atteintes de diabète. Pourtant, il y a une personne sur 2 qui ne le sait pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on a l'habitude de faire des dépistages. Avec la crise sanitaire, on a été obligé de revoir toutes nos manifestations. Donc, on ne fait plus de dépistage, en tout cas pour l'instant, compte tenu du protocole sanitaire et de la situation que nous subissons depuis quelques mois maintenant. Donc, pour autant, l'information doit circuler. Les gens, ils doivent être alertés. Et le meilleur mois pour le faire, c'est ce mois-ci, puisque le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir en tout cas les réseaux sociaux, de nous adapter, d'innover en nous adaptant à travers les réseaux sociaux, donc d'être aussi quelque part plus proche d'une certaine façon de la population, puisque maintenant sur nos téléphones, les smartphones, tout le monde est sur Facebook ou autre. Atteindre toute personne, quel que soit l'endroit où on peut être. Absolument, la distance. Absolument. Et c'est vrai qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait un diabète chez des personnes qui ont peut-être 50, 60, 70 ans. Âge, mais aujourd'hui, on constate, et je pense que je parle sous le contrôle du docteur Velaudon, aujourd'hui, on constate que le diabète arrive de plus en plus tôt aussi dans nos populations, parce que nous avons des modes alimentaires qui ont changé, nous avons des modes environnementaux aussi qui ont totalement changé. Maintenant, les gens, ils font quasiment plus de sport, même si on dit Guadeloupe terre de champions, mais on a parfois un déficit d'activité physique adaptée au sein de notre population. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'élargir le spectre et de sensibiliser le maximum de personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, sur cette thématique du diabète. On va tout à l'heure, dans un petit moment, on va dire aux téléspectateurs comment ils vont pouvoir participer avec le Lions Club. On va aussi parler des intervenants qui seront présents ce jour-là. Mais est-ce que vous m'autorisez ce soir, puisque ce n'était pas prévu, est-ce qu'on pourrait un petit peu faire une parenthèse sur votre métier parce que vous êtes dans le domaine de la santé, vous êtes kinésithérapeute. Et justement, est-ce que là aussi, il y a une relation particulière avec le patient qui est diabétique ? En fait, il y a une relation particulière avec le patient qui est diabétique parce que quand ils viennent en tout cas au cabinet, on fait un bilan et donc on cherche à savoir quels sont les antécédents médicaux. Et dans les antécédents, on retrouve souvent diabète et aussi hypertension artérielle. Donc c'est des gens aussi qu'on suit dans nos cabinets pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir faire une pratique sportive adaptée. Et donc on entretient effectivement une relation particulière avec ces personnes-là, puisque ce sont des patients qu'on suit régulièrement et qu'on essaye aussi maintenant de les autonomiser. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils viennent au cabinet pour faire leur activité physique, il faut aussi qu'ils viennent au cabinet pour apprendre, mais que derrière, qu'ils s'accaparent vraiment ces exercices et que ça devienne vraiment leur quotidien. Ils savent que bon, ce matin, je dois prendre mes médicaments, à 10h, il faut que j'aille faire ma marche d'une demi-heure ou qu'il faut que j'aille faire quelques escaliers ou quelques exercices parce que ça permet aussi de réguler ce diabète. Et je parle davantage pour les personnes qui sont en prédiabète parce qu'on constate que en jouant sur les modes, sur le mode de vie, sur la sédentarité, sur les facteurs environnementaux,
on peut avoir finalement un diabète qui s'équilibre. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. On peut reculer l'apparition du diabète. Donc effectivement, c'est très important de connaître les différents types d'activités physiques en plus, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc ces personnes, elles doivent un petit peu mixer ces activités physiques. Alors ce n'est pas du sport. On parle d'activité l'activité physique, c'est bouger les muscles et bouger les articulations. Donc activité physique adaptée. Et c'est vrai que le kiné a un rôle important pour la remise à l'activité, notamment chez les patients obèses qui ont des douleurs aux articulations. Et donc il faut vraiment leur dire que c'est possible de se remettre à l'activité physique. Et donc il ne faut pas qu'ils soient désespérés. Et il y a des professionnels de santé pour ça. Donc c'est pour ça que le diabète, c'est une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire. Il n'y a pas que le spécialiste du diabète, le diabétologue, il y a tout autour plusieurs spécialités qui interviennent dans la prévention des complications et de l'accompagnement de ces patients. La transition est toute faite pour nous diriger vers Madame Christelle Elisabeth, qui elle est podologue, et là aussi la relation avec le patient diabétique, c'est assez particulier. Mais juste avant d'en parler, je voudrais qu'on explique à nouveau en quoi consiste le travail du podologue. D'accord. Alors, le pédicure podologue traite tout ce qui est affection au niveau des pieds, les membres inférieurs, tout ce qui est déformation d'orteils, ongles incarnés, corps plantaire, problèmes de hanches, problèmes de genoux, douleurs de dos, un petit peu tout ça. D'accord. Et le podologue a un rapport, c'est ce qu'on disait, particulier face aux pieds d'un patient diabétique. Oui, parce qu'il faut savoir que les diabétiques sont plus fragiles. Certains diabétiques, il y a différents grades au niveau du diabète. En fonction de la gravité, il peut y avoir des complications. Donc en fonction des grades, il y a des neuropathies, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte au niveau des nerfs. Donc le patient diabétique a moins de sensations et il peut se blesser, se faire une plaie et ne pas la sentir. Donc il y a une aggravation au niveau de cette plaie. Et comme il y a aussi des problèmes de vascularisation, la plaie ne cicatrisera pas bien. Qui décide qu'on doit aller chez le podologue? À quel moment d'ailleurs on décide qu'on doit aller chez le podologue? Alors quand il y a une douleur, un corps plantaire, un ongle qui fait mal, on fait son sport, on sent que finalement au bout de 10-15 minutes il faut arrêter. Donc là oui, il faut y aller. Il y a certains patients qui vont voir leur médecin qui ont des prescriptions, mais on n'est pas obligé d'avoir une prescription médicale pour aller chez le podologue. Et en fonction du patient, parce que je prendrai l'exemple, donc on parle diabète ce soir, le patient qui est diabétique et qui vient chez vous sans la prescription du médecin et qui vous dit qu'il est diabétique, la façon de faire et le regard sera autre qu'un patient classique. Oui, ce sera différent parce qu'à ce moment-là, il faudra regarder un petit peu on a des tests avec des monofilaments, inspecter un petit peu mieux le pied, vérifier aussi est-ce qu'il est bien traité, enfin est-ce qu'il suit son programme par rapport à son diabète. Donc oui, non, ce ne sera pas la même chose. Et s'il faut, il faudra faire un mot au médecin parce que certains diabétiques, certaines personnes ne savent pas qu'il y a des prises en charge. On va revenir tout à l'heure pour parler des précautions du moment, puisque vous aussi, dans votre métier de podologue, je pense que ça doit être assez particulier de faire son métier dans cette période de crise sanitaire. Mais juste avant, je voudrais revenir avec le docteur Velayoudon sur cette partie, la dialyse. On arrive à un stade, pour certains patients qui sont diabétiques, on arrive à ce stade de la dialyse. Est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr, parce que le diabète, c'est la première cause de dialyse en Guadeloupe. Donc c'est une maladie qu'on peut éviter. Je parle de l'insuffisance rénale, évidemment. La dialyse, qu'est-ce que c'est ? Alors, la dialyse, c'est un système qui va vous permettre d'épurer votre sang des déchets, puisque le rein ne fonctionne plus. Donc c'est le rein classiquement qui fait ça, qui a cette fonction de nous permettre d'éliminer nos déchets. Et quand le rein ne fonctionne plus, on va être obligé de vous aider à éliminer les déchets de votre corps avec un appareil, et donc c'est ce qu'on appelle la dialyse. Alors, l'insuffisance rénale qui est liée au diabète, c'est une maladie en fait qui est un peu comme le diabète est silencieuse. C'est-à-dire que l'insuffisance rénale ne fait pas mal. Donc quelqu'un qui a du diabète doit avoir un contrôle régulier de sa fonction rénale, doit avoir un contrôle régulier de son hypertension artérielle. Monsieur Martel en parlait tout à l'heure. Un patient diabétique sur 2
a une hypertension artérielle. Pourquoi, docteur? Alors, c'est souvent... du coup, je vais répondre dans une question et une deuxième question. Donc, vous allez me rappeler la question initiale. Le patient diabétique, il a des vaisseaux qui sont beaucoup plus fragiles. Pourquoi? Le taux de sucre, quand il dépasse un certain seuil, quand il est en excès, il va se déposer dans vos vaisseaux. Donc, sous la forme de graisse, c'est ce qu'on appelle la plaque d'athérome. Donc, c'est comme un tuyau qui est encrassé, et puis à force d'être encrassé, il va se boucher. Donc ça va atteindre d'abord les petits vaisseaux. Donc les petits vaisseaux, on les trouve où? On les trouve dans les yeux et on les trouve au niveau des reins. Donc quand le diabète n'est pas équilibré, vous allez avoir une augmentation de ces dépôts. Les petits reins, les petits vaisseaux des reins, vont se boucher et donc le rein ne va plus être vascularisé et va fonctionner de moins en moins. Donc ça, c'est pour le diabète. Quand on a une hypertension artérielle, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la pression artérielle, elle va augmenter et elle va déstructurer votre paroi des artères. Donc c'est comme si on reprend le tuyau et les parois du tuyau, en fait, se désagrègent, sont altérées et donc on a des parois des vaisseaux qui sont beaucoup plus fragiles. Donc quand on met les deux ensemble, en fait, ça aggrave finalement la vascularisation des reins et on a une insuffisance rénale qui est souvent mixte. Donc c'est ce qui explique que bien souvent, quand on est diabétique, on est aussi hypertendu. Alors, c'est ce qui explique que le patient diabétique va avoir effectivement plus d'hypertension artérielle. Dans l'autre sens, les mécanismes, en fait, sont un petit peu plus compliqués. C'est vraiment l'environnement, puisque les patients hypertendus sont souvent des patients qui sont aussi obèses, qui ont un environnement défavorable, qui sont sédentaires, et donc ça favorise aussi le diabète. Alors après, pour revenir sur la dialyse, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, pour aussi rassurer les personnes qui nous écoutent, l'insuffisance rénale, elle peut être réversible au début. C'est pour ça qu'il faut faire vos bilans de santé avec votre médecin traitant. Parce qu'on a des petits signes sur la prise de sang qui nous alertent et qui nous font dire tiens, attention, il va falloir qu'on surveille le rein. On va doser aussi l'albumine dans les urines. L'albumine, c'est comme en fait une protéine, une substance qui va passer dans les urines. Pourquoi ça passe? Parce que le rein, qui est comme un filtre à café, a des trous dedans. Et donc, ça laisse passer les molécules, comme l'albumine, et ça, on sait le doser dans les urines. Et il y a des stades différents qui sont encore réversibles. Si on équilibre très bien le diabète, si on équilibre très bien la tension, on peut ralentir l'évolution vers une insuffisance rénale terminale. C'est celle où le rein, il est complètement non fonctionnel et on ne fait plus du tout pipi, où on a des anomalies au niveau de sa prise de sang, on a des œdèmes au niveau des pieds, on commence à cumuler les déchets. Donc là, il y a une urgence à faire cette dialyse. Mais cette évolution, en fait, on peut la ralentir et on peut vraiment la freiner. Et donc, c'est pour ça que tous ces petits détails doivent être expliqués aux patients diabétiques qui doivent être vraiment acteurs de sa santé et non pas passifs. Très bien, on va marquer une petite pause, une courte pause, et on va se retrouver juste après la pub. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, j'aimerais vous rappeler que ce soir, nous parlons du diabète, nous parlons de diabète et nous parlons aussi de précautions en période de Covid. On va y arriver, c'est la partie où on va en parler. Nous avons avec nous sur le plateau le docteur Friseline Velayoudon, qui est médecin endocrinologue, diabétologue, je l'ai dit tout à l'heure, qui est aussi la responsable du service diabétologie du CHU de la Guadeloupe. Nous Christelle Elisabeth, podologue, avec nous ce soir, et Monsieur Martol Marvin, qui est gouverneur du Lions Club, mais qui est aussi kinésithérapeute. Juste avant, on parlait de dialyse, et puis moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse importante, rapide oui, mais importante sur cette partie qu'il y a juste après la dialyse, parce que il y a la partie des greffes, il faut en parler, on attend un rein et souvent on essaye de faire passer le message sur le don d'organes, sur l'importance du don d'organes, docteur. Alors même si c'est pas votre partie vraiment, je pense que c'est important d'en parler. C'est-à-dire que le diabète, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une maladie qui réunit plusieurs spécialités d'organes et plusieurs filières, on va dire. Donc on a une filière au CHU de Guadeloupe et sur les 3 territoires, Guadeloupe, Martinique et Guyane, grâce au
consoeurs et confrères que je salue, néphrologues et urologues, puisqu'effectivement, lorsque le patient arrive au stade de dialyse et donc que son propre rein ne fonctionne plus, on va lui parler de greffe de rein. Et donc on arrive dans cette situation qui est parfois délicate du don d'organes. Donc l'accepter, c'est pas toujours facile, accepter un organe qui vient de quelqu'un d'autre. En même temps, c'est important parce que ça permet de reprendre quand même une activité un petit peu indépendante de la dialyse, donc d'éviter d'avoir des séances de dialyse 3 fois par semaine. Et donc il y a tout un processus et toute une filière qui existe au CHU de Guadeloupe pour expliquer d'abord aux personnes, dès le stade de l'insuffisance rénale terminale, à partir du moment où on va parler de dialyse, on va aussi parler aux personnes qui ont du diabète de cette possibilité de greffe de rein. La difficulté, c'est que les greffons sont rares. Il y a très peu de greffons. Donc un greffon, un rein qu'on prend sur quelqu'un qui est décédé est précieux. Et donc il y a toute une filière, tout un processus pour récupérer ce rein et pouvoir le greffer très très rapidement à quelqu'un qui n'a plus de rein fonctionnel et lui permettre de se dédouaner en fait de la dialyse. Donc il faut en parler. C'est quelque chose qui est encore tabou. Donc il faut que les personnes l'entendent. C'est pas toujours facile non plus après la greffe. Il ne faut pas se dire ça y est, j'ai mon greffon, tout va bien, je n'ai plus de risque et je n'ai plus de suivi particulier. Non, au contraire, il faut être acteur encore une fois de sa santé. Quand on a un greffon, il est précieux. Donc on doit continuer à équilibrer la tension artérielle, à équilibrer le diabète, à voir l'urologue et le néphrologue de façon régulière. Et donc il y a vraiment des visites de suivi. Et ça, c'est vraiment à vie. Donc c'est important de savoir que c'est possible. Mais l'idéal, j'ai envie de dire, c'est d'éviter d'arriver à ce stade-là. Donc dès le départ, faire le point sur sa santé et éviter d'avoir un diabète. Et quand on a un diabète, éviter d'avoir les complications, parce que ça, c'est possible. Elisabeth Christelle, podologue, en ce moment, on est vraiment dans une situation particulière, une situation, on parle de crise sanitaire, on parle de Covid, ça doit être particulier de faire votre métier dans cette période. Oui, c'est pas évident, il y a beaucoup de précautions à prendre. Toutes les mesures barrières, les patients viennent masquer. Au niveau de la salle d'attente, il ne faut pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de patients. Il vaut mieux qu'ils appellent au téléphone, qu'ils ne passent au cabinet. Il y a une désinfection qui est faite du cabinet, des portes, des fauteuils, une aération du cabinet, un petit peu toutes les mesures barrières en cours. Moi, je ne sais pas, j'ai un peu de mal quand même à visualiser, à imaginer les gestes barrières quand on va chez le podologue, puisqu'on vient quand même pour se faire... On est d'accord, j'ai un peu de mal, puisqu'à aller voir le podologue, c'est très tactile, c'est se faire... C'est particulier quand même. Oui. Alors, quand le patient est sur le fauteuil, donc déjà... On est un petit peu plus loin, on est à 1m50 par rapport au pied, parce qu'on travaille vraiment sur le bas. Le patient est masqué, nous aussi, donc ça va. Il faut que les patients viennent se soigner. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ouais, surtout, il faut rassurer. Oui. On est là aussi pour ça. Nous devons rassurer tous ceux et celles qui nous regardent. On va parler tout à l'heure du remboursement. On a beaucoup de questions. Les gens nous demandent, les téléspectateurs nous demandent, est-ce que les soins chez le podologue, est-ce que ce sont des soins qui sont remboursés par la sécurité sociale? On va en parler dans un petit moment. Juste avant, j'aimerais qu'on parle vraiment du sujet diabète et cette crise sanitaire. Je suppose que c'est particulier et que les patients qui sont diabétiques, ils ont vraiment beaucoup de précautions à prendre, docteur. Oui, alors c'est important pour nous de parler de cette thématique diabète et Covid. Pour quelle raison? Parce que pendant la première vague de Covid, les diabétiques, c'est vrai, avaient peur d'aller chez leur médecin généraliste pour faire renouveler leur traitement, ce qui est quand même assez grave, parce qu'on ne peut pas arrêter son traitement quand on a un diabète. Et donc, quand il y avait une lésion du pied, par exemple, ils tardaient à consulter. Donc on a vraiment vu des catastrophes chez certaines personnes diabétiques. Et comme vous avez vu dans les études qui ont été publiées, que ce soit en Chine, en France aussi, et nous on a participé à une étude française en Guadeloupe. Donc on a eu cette chance qui s'appelle l'étude Coronado. Et dans cette étude, elle montrait bien qu'il y avait une mortalité des personnes diabétiques pendant la première vague Covid qui était
plus importante, notamment quand il y avait une obésité, un surpoids. Et c'est très important de se vraiment focaliser sur Covid et diabète, parce qu'on est dans la deuxième vague, certes, mais on a quand même encore beaucoup de surprises. On a des patients diabétiques, en fait, qui ne prennent pas réellement la gravité de la situation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de symptômes. On sait que dans cette deuxième vague, il n'y a pas forcément de signes cliniques. Donc les personnes diabétiques n'ont pas forcément de difficultés pour respirer, de fièvre, etc. Et donc ils s'alertent moins et on a tendance à faire moins attention. Et en fait, c'est une erreur parce que le diabète, il est présent. Le diabète, c'est comme une maladie inflammatoire. Le système de défense immunitaire des personnes qui ont un diabète, il est quand même altéré. Donc face à une infection, le système immunitaire, en fait, il n'arrive pas à faire face. Donc ces personnes diabétiques, elles vont déséquilibrer le diabète. Elles vont avoir des complications du diabète qui vont s'aggraver et surtout l'infection, elle dure plus longtemps. Ça, les études l'ont bien montré. Et donc le patient diabétique, il peut être porteur du virus plus longtemps que d'autres. Et donc il peut le transmettre. Donc il est très important de respecter les gestes barrières chez les personnes qui ont un diabète. Et il faut aussi consulter, faire son bilan de santé de façon régulière, contrôler ses glycémies capillaires au bout du doigt. Si on ne le faisait pas avant, eh bien, il faut le faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on verra que le diabète se déséquilibre si on n'a pas de signes cliniques de la pandémie Covid. Le diabète en période de Covid, quelles précautions ? Eh bien, vous allez pouvoir participer à ce grand moment que nous propose le Lions Club le dimanche 15 novembre à 17h. Justement, on va parler un petit peu des professionnels qui seront présents et surtout comment pouvons-nous faire pour participer. Vous, chers téléspectateurs, écoutez attentivement puisque nous sommes tous invités, en tout cas, à participer. Alors déjà, si je peux me permettre en préambule de votre question, le diabète en période de Covid, j'aimerais déjà saluer les professionnels de santé, notamment les infirmiers qui font un boulot extraordinaire. Et j'aimerais aussi remercier le docteur Velaudon parce que à son initiative, nous avons confectionné des masques que nous allons en fait distribuer, dans le service du docteur Velaudon pour les personnes diabétiques. Très bien. Que nous allons offrir en tout cas aux personnes diabétiques. Et donc il y a deux couleurs, il y a le jaune et le bleu. Et donc ça c'est en amont de cette conférence. Et puis cette conférence, donc nous l'avons réalisée. Donc il y aura effectivement le docteur Velaudon qui sera là. Il y aura une consoeur, Madame Elisabeth, qui sera de la Martinique, Madame Tafna qui sera aussi avec nous. Qui est donc podologue. Et nous aurons Monsieur Fabrice Filin, qui est chef pâtissier, qui a travaillé dans des restaurants étoilés en métropole. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, le docteur Velaudon et Madame Elisabeth ont dit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il faut aussi vivre avec son diabète. Il faut aussi accepter la maladie. Et je pense qu'accepter la maladie contribue aussi au patient après de se sentir mieux, de se gérer mieux et finalement de réguler son diabète. Et il n'est pas incompatible d'être diabétique, de bien manger et de se faire plaisir. Et c'est ce qu'on a voulu faire à travers cette conférence et aussi à travers l'action que nous avons réalisée en partenariat avec l'association Acadésique et SIC, où il y aura justement un livre de recettes, où il y aura aussi un petit montage, bon je ne veux pas trop en parler, mais où on montre qu'effectivement on peut se faire plaisir, on peut avoir des recettes semi-gastronomiques à gastronomiques avec des produits frais, des produits bio, des produits de notre terroir, et on peut se faire plaisir en fait tout en étant diabétique. Donc ça c'est très important. Et Monsieur Filin, pour revenir sur Monsieur Filin qui est martiniquais, il est revenu en Martinique et en fait ses parents sont diabétiques. Et donc, du coup, il a décidé d'innover et de monter en fait une pâtisserie où toutes ces pâtisseries sont réalisées sans sucre ajouté. C'est-à-dire qu'il va avec son agriculteur, il va voir les fruits, il cueille ses fruits, il les amène dans son labo, il les travaille et il fait des pâtisseries en fait sans sucre ajouté. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est des talents comme ça, nous en avons. Et il faut les mettre en lumière. Aujourd'hui, nous, au Lions Club, moi en tout cas, je suis gouverneur du district 63, donc qui comprend la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et les îles du Nord. Donc, il était en tout cas pour moi important de pouvoir rayonner sur toutes ces régions et de mettre en lumière des Antillais guyanais
qui font un travail excellent, parce qu'on a souvent tendance à nous critiquer peut-être parfois entre nous-mêmes, mais nous faisons par moments et très souvent des choses excellentes, et il faut en parler, il faut le dire, tout simplement. C'est tellement bon d'entendre ça, hein. Ça fait du bien. C'est vrai qu'il faut le dire. Marvin Martol, comment devons-nous faire pour suivre cette conférence? Alors, normalement, la procédure était de pouvoir de pouvoir regarder la conférence sur Facebook. Très bien. Donc, sur le Facebook du Lions Club International, District 63. Très bien. Et donc sur Facebook. Mais exceptionnellement, je vais laisser mon numéro de téléphone. Et en fait, les gens qui voudront participer de façon en tout cas interactive, on va leur envoyer le lien Zoom. Donc comme ça, ils seront dans la conférence, ils pourront interagir dans la conférence. Et non, parce que sur Facebook, comme on regarde votre émission actuellement, on envoie des petites questions écrites auxquelles on regarde et qu'on répond. Mais en tout cas, là, on va ouvrir parce que le sujet est quand même assez important. Et l'occasion est belle, et donc je pense que ça permettra de satisfaire un grand nombre, puisqu'on a pas mal de personnes qui nous demandent, et donc je laisserai mes coordonnées. Je peux déjà les donner. On fera ça en fin d'émission. On fera ça en fin d'émission. Voilà. Parce qu'on arrive à un moment où, justement, hein, on doit partager avec vous quelques questions de nos téléspectateurs. Alors, on a Jude Édouard de Capesterre-Belle-Eau qui demande, est-ce que quand on est diabétique, est-ce qu'on peut boire un petit coup quand même ou est-ce que l'alcool est à bannir? Alors, vous pouvez, chacun peut donner son opinion. Voilà, son opinion dessus, et on terminera avec le ressenti professionnel du docteur Velayoudon. Alors, il vaut mieux éviter quand même l'alcool. Moi j'ai aimé un petit coup quand même. Monsieur Martol, un petit coup quand même. Je vais me laisser tenter, je vais dire un petit coup quand même. Mais alors pas deux. Et puis on a dit un petit pas. Mais oui, non, mais je pense qu'en fait, moi je vois, j'ai certains membres de ma famille qui sont diabétiques, et je les ai toujours vus en tout cas être très rigoureux sur leur traitement, sur leur mode de vie. Et je les ai toujours aussi vus de temps en temps dans les fêtes familiales prendre une coupe de champagne ou prendre un punch. Maintenant, si on sait qu'on a pris un punch, on ne prendra pas de coupe de champagne, par exemple. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que je parlais vraiment de l'acceptation de la maladie, parce qu'une fois qu'on a accepté, eh bien finalement on le fait tout naturellement. Donc oui, je suis d'accord avec Jules Édouard, un petit coup, mais pas deux. Pas deux. Encore moins. Et avec modération. Avec modération. Docteur Velayoudon. Alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans la restriction stricte en fait. Quand il y a du diabète, il faut vraiment apprendre à vivre avec le diabète. L'alcool n'est pas complètement contre-indiqué, mais ça dépend du type d'alcool. Alors ce qu'il faut dire à Jules Édouard, c'est que l'alcool, c'est du sucre. Donc ça c'est important, parce que c'est pas parce que c'est pas toujours sucré dans la bouche, mais l'alcool c'est du sucre, donc ça fait vraiment monter le diabète. Donc ça dépend du type d'alcool. Si c'est de la bière, en général la bière on évite d'en prendre, parce que la bière c'est quand même très très sucré, hein. C'est l'équivalent de 4 à 5 morceaux de sucre, donc c'est vraiment très sucré. Par contre, le verre de vin, on peut prendre un verre de vin par jour. Ça, on autorise. On sait qu'il y a des vertus du vin qui sont quand même intéressantes. Pareil pour le petit rhum blanc. On connaît beaucoup de nos patients qui prennent leur petit rhum blanc. Alors c'est sûr que si c'est du miel, on préfère le miel par exemple dans le petit rhum blanc que du sucre par exemple. Vous voyez, il y a des petits détails comme ça. Donc tout ça, il faut en parler librement avec son médecin qui va pouvoir vous dire. Donc c'est vrai qu'on n'autorise pas la bière, c'est vrai qu'une coupe de champagne de temps en temps, mais il faut que ça soit occasionnel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on prend un verre d'alcool, il y a quelque chose d'autre qu'on ne prendra pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas cumuler tout plein d'excès. Donc on ne va pas prendre la bière, l'apéritif, ensuite la bière, ensuite le vin, tout ça la même journée. Il faut être quand même raisonnable, et, surtout quand on sait qu'on est diabétique. Donc ce que je lui répondrais, c'est un petit coup peut-être, de temps en temps, mais être prudent et faire attention à la quantité, comme vous disiez. Je ne sais pas pourquoi,
Je sens que Jude Édouard sera très content de ce qu'on vient de dire. J'espère que son diabète est équilibré Parce que dans sa question, il disait est-ce que c'est à bannir complètement. Manque a senti que le petit coup là, ça qui est Jude Édouard antiphos. On a Clarisse de Capesterre de Marie-Galante qui nous demande pourquoi, en principe, les diabétiques doivent souvent surveiller les yeux. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le sucre augmente dans le sang et qu'on n'arrive plus à le réguler, l'excès de sucre, le trop plein de sucre, va se déposer dans les petits vaisseaux et va finir par les boucher. Donc des petits vaisseaux, on en a où? On en a dans les yeux. Et donc on arrive avec un examen, ce qu'on appelle le fond d'œil. On va regarder la rétine au niveau de l'œil. Et grâce à cet examen, on voit les vaisseaux, en fait, au niveau de la rétine. Et on voit si les vaisseaux, ils sont, on va dire, atteints par le diabète, avec des déformations, hein, c'est ce qu'on appelle des anévrismes. On peut voir des hémorragies, on peut voir, en fait, si vous avez des atteintes du diabète au niveau des vaisseaux de votre œil. Il y a plusieurs stades. Il y a des stades, en fait, qui sont juste à surveiller. Et il y a des stades qui sont un peu plus graves et où on a besoin de faire du laser pour détruire les vaisseaux qui sont à risque de saigner dans votre œil. Et donc là, il y a un risque aussi de cécité, donc de perdre complètement la vue. Et je rappelle que comme pour la dialyse, en fait, la cécité, c'est la première cause de cécité en Guadeloupe, c'est le diabète. On a Mona de Saint-François qui demande si parmi les causes du diabète, on peut y mettre aussi tout ce qui est choc émotionnel et stress. Alors c'est souvent une remarque qu'on trouve, hein, que les patients nous disent oui, le diabète c'est parce que j'ai eu un choc, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète était déjà là en fait. La maladie diabétique, les anomalies du glucose étaient déjà là et que le stress a juste révélé un petit peu plus tôt votre diabète. Parce que quand on est stressé, quand on a un choc émotionnel, on va augmenter la production d'autres hormones qui existent normalement chez le diabétique. Et ces hormones font monter le sucre. Donc, quelqu'un qui a déjà une prédisposition à faire du diabète, lors d'un deuil, lors d'une grossesse, lors d'un choc, lors d'une infection, va déséquilibrer un prédiabète, forcément, un prédiabète qui était déjà présent. Donc, mais ce n'est pas la cause directe. Il n'y a pas de lien de causalité directe. Le choc n'entraîne pas un diabète. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Marie-Claire du Québec demande à monsieur Marvin de donner le numéro de téléphone parce que ça commence à faire un petit peu tard, elle n'est pas sûre de rester jusqu'au bout. Donc elle voudrait avoir tout de suite le numéro de téléphone parce qu'elle voudrait participer à cette conférence. Elle est elle-même dans le domaine de la santé, elle précise. Non, il n'y avait aucun problème, donc plus 590, donc 06 90 49 45 44. Par contre, j'aimerais rebondir sur une question par rapport à la cécité. C'est vrai que nous aussi, dans nos cabinets, on a des patients qui parfois en fait, se plaignent de leurs extrémités. Et je pense notamment à Madame Elisabeth, où en fait, ils ont parfois des paresthésies et ils ne savent pas pourquoi. Ils ont toujours l'impression qu'ils marchent un peu sur du coton, ils ne sentent pas bien les membres. Et ça, en fait, c'est très évocateur aussi d'un diabète et très souvent ça nous arrive d'orienter ces patients-là vers leur médecin traitant, de demander aussi à faire une prise de sang, de faire une analyse, des analyses en tout cas, et souvent on constate que la personne elle découvre qu'elle a aussi un diabète, puisque ça commence aussi par les extrémités. On a une question pour Madame Elisabeth, c'est Jude qui demande, est-ce que justement, quand on a une plaie qui ne guérit pas et qu'on veut quand même venir au niveau du pied, il précise, et qu'on veut quand même venir chez le podologue, est-ce qu'on peut? Oui, on peut. On peut, hein? Oui, on peut. Et puis si peut-être il y a des petites choses à préciser, ben, le médecin peut faire le nécessaire pour le podologue, voilà, peut-être. Avec une prescription médicale, en général, on fait une détertion un petit peu de la plaie, on essaye d'enlever un petit tout ce qui est autour, des hyperkératoses qui se sont formées, des callosités, pour pouvoir aider la plaie à se refermer. On fait aussi des semelles orthopédiques pour aussi aider la plaie à continuer à cicatriser. Donc oui, il faut qu'ils viennent. Donc c'est un peu un travail d'équipe, hein, docteur Villaillon, puisque je suppose que vous dirigez aussi certains patients du côté du podologue. Hein. Tout à fait. Alors ce qui est très important dans cette question, surtout,
ne pas essayer de traiter cette plaie tout seul à la maison avec des plantes, avec je ne sais quoi. Dès qu'il y a une plaie chez un patient qui a un diabète, il faut consulter votre médecin traitant, il faut voir votre podologue si vous avez l'habitude. C'est très important. N'essayez pas de vous en sortir seul parce qu'on voit vraiment des catastrophes, des petites morsures par exemple de scolopendre qui finissent par des amputations. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire que c'est ouvert, vous avez des professionnels de santé à votre disposition et qui sont là pour vous. Donc il faut aller les voir, il ne faut pas essayer de faire de l'automédication. Et oui, le diabète, en fait, c'est une prise en charge avec plusieurs spécialités où on oriente un patient qui va avoir une plaie du pied qui est hospitalisé dans notre service. Il est souvent hospitalisé parce qu'il est déjà à un stade très grave, qui a de la fièvre, qui a un abcès et qui, sur le plan de l'état général, il n'est pas très bien. Par contre, à la sortie, puisqu'on n'attend pas que la plaie soit complètement cicatrisée, puisque ça met des semaines, voire des mois, il est bien entendu orienté vers le podologue qui va assurer le suivi pour la cicatrisation du pied. Et si jamais il y a un souci, donc que le pied ne cicatrise pas bien, qu'il change de couleur, le podologue, oui, nous rappelle pour qu'on récupère le patient en hospitalisation ou en consultation. Donc c'est un travail d'équipe, c'est la même chose pour le médecin traitant. Je voudrais, il nous reste quelques minutes, on est pratiquement arrivé à la fin de cette petite heure ensemble. Je voudrais, docteur Velayoudon, que vous puissiez nous parler un petit peu de la filière diabète gestationnel. C'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. Ouais, du CHU de la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, tout simplement parce qu'on a une augmentation importante des diabètes gestationnels. Qu'est-ce que c'est le diabète gestationnel ? C'est la survenue d'un diabète pendant la grossesse. Et lorsque la femme va accoucher, le diabète disparaît. Alors, ce diabète gestationnel, c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas. Et donc, il faut faire un dépistage très tôt quand on a des facteurs de risque. Donc, une femme qui a déjà eu un gros bébé de plus de 4 kilos, qui a un problème de surpoids, une obésité, un diabète dans la famille, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, donc les 3 premiers mois, elle doit dépister le diabète gestationnel avec une glycémie, une mesure du taux de sucre dans le sang. Les recommandations par la suite, donc chez toutes les femmes qui ont eu des enfants, à partir du 6e mois de grossesse, on doit faire un test au sucre. Donc on va avaler du sucre et on va doser la glycémie et voir comment le corps réagit. Et donc on a 3 mesures. Et si une des mesures est pathologique, c'est qu'on a un diabète gestationnel. C'est très important parce que là encore, le diabète gestationnel, ça ne fait pas mal, mais ça fait des gros dégâts. Ça fait des dégâts chez votre bébé pour son développement. Donc ce sont des bébés qui peuvent avoir des malformations. Il y a un risque de fausse couche. La maman peut perdre son bébé. Il y a un risque aussi de mort fétale. Donc au bout de 6 mois de grossesse, on peut avoir des morts fétales. Et donc c'est évitable. Et il y a aussi des complications chez la maman. Elle fait plus d'hypertension artérielle, des complications à l'accouchement. Donc il faut vraiment prendre au sérieux cette maladie parce qu'on n'en parle pas assez. Le taux de diabète gestationnel dans une étude qu'on a faite en Guadeloupe avec plusieurs étudiants en médecine, il est de 18%. Et au niveau national, on est à 10%. Donc c'est quand même énorme. Et donc on a mis en place une vraie filière de prise en charge de ces femmes qui viennent sans rendez-vous le mardi dans le service. Quand il y a une anomalie de leur bilan, elles se présentent. Le mardi, c'est le jour des femmes enceintes. Vous en verrez tout plein dans les couloirs. Donc, elles viennent, elles sont prises en charge et on travaille avec les sages-femmes de toute la Guadeloupe, les gynéco-obstétriciens et les médecins traitants. Et donc, le mardi, c'est vraiment leur jour. Elles sont prises en charge en urgence ou programmées. On a un médecin référent dans le service pour ça. Et elles sont accompagnées jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement également. On va faire un petit tour rapidement. Nous sommes arrivés à la fin. Des excuses à Zébris et Jordan à la réalisation ce soir. Un petit mot de la fin, Madame Elisabeth, podologue. Alors, vous m'aviez demandé pour les prises en charge. Donc, les diabétiques de grade 2 et 3 peuvent venir 4 à 6 fois par an. Il faut juste une prescription du médecin généraliste. Très bien, très bien. Merci d'être venu. Monsieur Martol, est-ce qu'on peut rappeler le rendez-vous ? Oui, donc le rendez-vous, c'est dimanche 15 à 17h. Donc de se mettre sur le Facebook du Lions Club International, District 63. Et donc je rappelle mon numéro 06 90 49 45 44.
Et comme pour finir, Mandela disait que l'éducation est la plus belle arme pour changer le monde. Donc je crois que nous devons tous être acteurs et nous devons véhiculer en tout cas la bonne parole. Donc soyez à l'écoute. Merci, Monsieur Bartol, merci d'être venu. Docteur Villayoudon, est-ce qu'on peut rapidement, parce que sinon Wilfried, téléspectateur, on a Wilfried qui va nous tuer si on n'en parle pas. Il dit qu'il a essayé la pompe à insuline et que c'est magique. Qu'est-ce que c'est que la pompe à insuline? Alors, la pompe à insuline, très rapidement, c'est un petit boîtier que vous allez porter sur vous, bon, on le cache en général, et qui va délivrer de l'insuline en continu. Donc, le service est centre de référence pour poser les pompes, et ça évite que les personnes qui ont des piqûres d'insuline avec des stylos plusieurs fois par jour, donc 4 à 6 fois par jour, on puisse éviter ce nombre important d'injections. Et donc, cette petite pompe, ce qui est bien, c'est que dedans, on rentre un programme qui nous permet d'adapter les besoins en insuline en fonction du mode de vie. Donc, les sportifs, les jeunes, ceux qui vont à l'école, les sédentaires, enfin les personnes âgées aussi en ont besoin. Il faut juste avoir l'habitude avec les smartphones, par exemple. Et donc, c'est vraiment c'est pas très récent, hein, mais il y a vraiment une évolution extraordinaire parce qu'elles sont connectées à des patchs. Elles peuvent s'arrêter toutes seules, reprendre toutes seules, et ça change la vie. Donc c'est vraiment une innovation, et donc vous pouvez vous rapprocher en fait du service pour avoir les informations. Et il y a les systèmes aussi de flash. On n'a plus la glycémie capillaire avec toutes les piqûres au bout du doigt parce que ça finit par faire mal. On a des systèmes de patch qu'on pose et on scanne avec un lecteur et on a le résultat d'une glycémie en fait qui est donnée. Donc tout ça, ce sont des innovations et en Guadeloupe ça existe. Donc ce sont des choses qui permettent d'améliorer la qualité de vie et de vivre bien avec son diabète. Voilà. Merci Dr Villayoudon. Merci à vous Brigitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain. Nous allons parler de la trisomie 21. Donc soyez au rendez-vous. Encore merci de votre fidélité.